Pour moi, Il ne faut rien dire, c'est un roman. Mais c'est un roman qui accueille en son sein une forme de récit, d'autofiction, mais en fait, peut-être pas d'autofiction. Il y a une part de fiction et il y a une part de témoignage. Donc ce sont vraiment les deux choses qui se posent côte à côte. Et on est dans l'un ou dans l'autre, et finalement, c'est pas tellement de l'autofiction à mes yeux, ça. C'est la coexistence, comme presque d'un documentaire et d'une fiction pure et dure. C'est pas une enquête, enfin, c'est pas une enquête. C'est pas une enquête au sens où je savais déjà des grandes lignes de cette histoire, de ce mystère, et en réalité c'est plus une décongélation qu'une enquête. C'est plus avoir, à l'occasion de la maladie de ma mère et donc de sa mort approchant, c'est comme si j'avais rouvert quelque chose, ou que j'avais trouvé une sorte de momie, voilà, dans de la glace, et que j'avais laissé tranquillement décongeler, et que des formes de l'histoire et du silence étaient apparues à ce moment-là. Mais j'ai toujours vécu avec cette momie, comme on dit, un fantôme dans le placard, enfin voilà, comme on en a tous, hein, par ailleurs. Et de ce fait, j'ai pas eu l'impression de découvrir des choses, mais plutôt de faire face à ces choses. Il ne faut rien dire, ça raconte d'abord la mort d'une mère pour la narratrice, et donc en fait la mort de ma mère, puisque ça c'est la partie qui n'est pas qui serait le documentaire. Donc ma mère a été diagnostiquée d'un cancer multimétastasé il y a quelques années, et du fait déjà de l'explosion de la maladie dans son corps, on a tous pensé qu'elle allait mourir assez rapidement, et en réalité elle a tout simplement refusé de mourir. Et ça a surpris tout le monde qu'elle soit en mesure de faire face et de résister à ce point à la mort. Et pour ses très proches, et notamment pour moi, ça n'était pas du tout une surprise, et c'était même pas une bonne nouvelle en fait, parce que on l'avait toujours connue très résistante, et cette résistance et cette capacité à survivre, elle tenait ça d'un traumatisme gigantesque qu'elle avait vécu dans sa toute petite enfance, et puis dans son adolescence, enfin jusqu'à temps qu'elle quitte ses parents. Et c'est là qu'elle avait appris à survivre, et donc elle remettait en marche tout ce qui lui avait permis de survivre une première fois à l'horreur, sauf que là c'était vraiment la fin de sa vie, et que du coup le fait qu'elle refuse de mourir, elle nous a retiré absolument la possibilité de lui dire au revoir, de terminer notre histoire commune, parce que comme elle disait, et ça fascinait les gens, moi ça me faisait vraiment pas rire, elle disait c'est la maladie qui est malade, c'est pas moi. Et jusqu'au bout elle a tenu ça, et alors qu'elle aurait dû vivre quelques mois, elle a vécu plusieurs années, et personne ne comprenait d'où venait cette force. Et donc le livre, pour en revenir au récit, c'était que dans ce déni de son état de santé, et dans cette force de résistance absolue qu'elle mettait en œuvre, il a bien fallu que je trouve un secours. Il a bien fallu que je trouve un secours pour affronter cette espèce de politique de l'autruche qu'elle mettait en place et qu'elle imposait à tout le monde, parce qu'on n'avait pas le droit de parler de mort, de métastase, enfin ça c'était des mots interdits. Et le livre a été pour moi un secours, et je me suis dit voilà, bon, si elle est dans cet état, c'est parce qu'elle a survécu à l'enfer. Or l'enfer, elle m'en a jamais parlé, donc je sens qu'elle va pas m'en parler, qu'elle va pas vider son sac avant de mourir, donc qu'à cela ne tienne, je vais écrire un livre, je vais inventer la vérité, parce que ce que je raconte dans la partie de fiction d'Il ne faut rien dire, donc l'enfance de ce personnage qui s'appelle Sylvette dans le livre, je l'invente sur la base des peu d'éléments que j'ai, mais c'est une fiction. Et puisqu'on m'a pas dit la vérité, bah à partir de maintenant, ça va être ma vérité. Voilà, c'est ça le livre, c'est l'invention de la vérité pour que je puisse compter dessus. Bah, j'invente son quotidien, parce que quand on parle de l'enfer, on parle souvent d'un grand traumatisme ou de l'événement terrible, alors qu'en réalité, dans le cas de l'enfance de ma mère, ce sont ses parents qui sont, à mon sens, qui sont fous, mais qui vivent un quotidien de petites gens d'après-guerre,
dont l'un, le père qui s'appelle Armand dans le livre, a eu la polio, donc n'a pas été mobilisé, boite et a connu les hôpitaux dans l'entre-deux-guerres avec les religieuses qui sont extrêmement violentes avec les enfants. Donc voilà, j'essaye de reconstruire le quotidien de cette famille-là et la pensée de cette petite fille de 5 ans qui finalement a jamais vraiment quitté ma mère, parce que ma mère, à certains égards, elle a toujours eu 5 ans. En fait, les gens ne le savaient pas, les gens s'en rendaient pas compte, parce qu'on s'imagine toujours qu'on est face à un adulte quand un adulte nous parle, mais moi, je savais bien qu'elle s'était arrêtée à l'époque du traumatisme et que, à bien des égards, quand j'avais 5 ans, c'était une partenaire de jeu à égalité. Et c'était très inquiétant, en tant que moi, sa fille, d'avoir une mère de 5 ans, comme je dis dans le livre. L'enfer de ma mère, c'est un traumatisme concret, dont j'ai su les grandes lignes. Elle en a parlé une fois, presque comme un espèce de bulletin de faits. D'ailleurs, c'est un bulletin que je reprends dans le livre, à la toute fin du livre, quasiment, et on n'en a jamais reparlé. Son enfer se situe dans ces âges-là, et je sais qu'il a perduré par la suite. Mais en réalité, le fait d'avoir pour mère une survivante a créé une forme d'enfer. Alors, c'est difficile de dire un enfer, parce que moi, du fait d'avoir été élevée par cette femme-là, j'ai eu une enfance idéale, presque chimérique, avec une mère qui ne disait jamais non, qui ne se fâchait jamais, qui était toujours d'accord avec moi, qui prenait tous mes désirs pour les siens, une confusion absolument monstrueuse. Et moi, je croyais que cette passion qu'on vivait toutes les deux, à l'époque de mon enfance, c'était pas encore un enfer, mais ça l'est devenu rapidement. Je croyais que c'est parce que j'étais quelqu'un d'extraordinaire qu'elle m'aimait à ce point. Et un jour, j'ai grandi et je l'ai moins intéressée. J'ai vu qu'elle s'est intéressée à d'autres gens qui avaient 5 ans à ce moment-là, quand moi j'étais déjà adolescente, voire jeune adulte. Et j'ai compris qu'en fait, tout lien que ma mère entretenait avec le monde était un lien de réparation. Et qu'en dehors de la réparation, elle ne savait rien vivre et on ne pouvait rien vivre que de la réparer. Du coup, il ne faut rien dire, c'est aussi un acte d'écriture pour arrêter la réparation et pour récupérer ma vie, débarrasser d'une fonction qu'elle m'aurait donnée à ma naissance, qui était de la réparer. Eh bien, je considère qu'à partir de maintenant, comme j'ai inventé leur histoire, je n'ai plus rien à réparer, que c'est terminé. C'est une histoire qui se termine, pour moi, ce livre. Ah, c'est une histoire qui commence. Mais ça, je crois que j'ai pas encore tout à fait ouvert la porte à ça, mais on verra ce qu'elle donne, débarrasser de ma fonction. Ouais. C'est pas pour faire une sorte de suspense, mais en réalité, en écrivant ce quotidien de cette petite fille qui s'appelle Sylvette, je me suis mise dans sa tête. Et alors il y a des textes qui n'apparaissent plus dans le livre, mais qui ont permis de le construire et qui étaient des monologues intérieurs de la petite fille qui racontait comment elle voyait les choses. Et en fait, j'étais de son point de vue. Et étant de son point de vue, je ne pouvais pas anticiper sur ce qu'allait lui arriver, et je ne pouvais pas non plus lui donner le sens que les adultes lui donnent. Et étant donné que je raconte en plus l'histoire d'une adulte qui est ma mère et qui a à mes yeux, évidemment, pas aux yeux de tous, mais à mes yeux, 5 ans dans sa tête, je voulais conserver ce flou sur le monde, parce que j'étais dans ses yeux. Et ça, c'était très important pour moi, d'autant que c'est difficile parce que ça ne m'est pas arrivé à moi. Moi, je dis dans le livre que j'y étais, parce que sous forme d'ovocyte dans son corps, j'étais déjà là, en quelque sorte, mais en fait, j'y étais pas. Donc c'était une ligne de crête. C'était un peu délicat, et en même temps, je pense pas qu'une enfant de 5 ans puisse dire comme ça, voilà, ce que je vis, c'est ça. En réalité, je suis même pas sûre que ma mère, quand elle est morte, parce que depuis elle est morte, ait réussi à se dire les choses telles quelles. Là, je ne le dis pas puisque c'est une forme de révélation à la fin du livre, donc j'en dis pas trop. Mais voilà, c'était pour rester au plus près de la petite fille que je ne dis pas les choses clairement. Le livre, il s'appelle « Il ne faut rien dire » parce que c'était l'injonction que, quand il y a eu les espèces de révélations sur le passé de ma mère, j'avais 14 ans à cette époque,
c'était un peu l'injonction. Moi j'ai désobéi tout de suite, j'en ai parlé à tout le monde. C'est-à-dire qu'en réalité, même si c'est un récit aujourd'hui, le peu que je savais, je l'ai transmis, j'en ai parlé. Il y a d'autres gens de ma famille qui parlaient, il y a d'autres gens qui se sont tus, il y a plusieurs camps comme ça. Et il y a déjà pas mal de temps, en 2010, mon premier spectacle, c'était une création collective qui s'appelait Les âmes rouges et qui racontait ça aussi, enfin qui tournait autour de ces questions. Donc en réalité, j'ai écrit un scénario de film aussi sur cette question. Donc en réalité, est-ce que je parle de ça depuis très longtemps, effectivement. C'est pas l'époque qui me l'autorise, j'ai pas la sensation. Par contre, peut-être que la mort approchant, ça oui, c'est peut-être l'élément déclencheur qui m'a fait dire maintenant il n'y a plus le temps, dans l'écriture c'est là qu'il faut y aller. Parce que justement, ça c'était... j'ai pas de dispositif d'écriture et certainement pas pour ce livre, mais j'avais un commandement, on peut dire ça, un commandement qui était, je ne voulais rien écrire après la mort de ma mère. Je voulais que tout soit écrit de son vivant, même si évidemment dans l'état où elle était, la pauvre, elle en a pas lu une ligne, mais c'était très important pour moi parce que j'avais extrêmement peur que la mort change le texte. Et que je me dise, oh là là, on peut pas dire la mémoire d'une morte. Alors attention, voilà, on peut avoir cette espèce de respect. Au contraire, de dire, je m'en fous, elle est morte, je me lâche. Et du coup, le fait qu'elle soit encore vivante, qu'elle me téléphone énormément, que j'écrivais la journée et elle m'appelait le soir, j'étais en rapport avec elle constant, elle savait pas que j'écrivais sur son histoire. Je pense qu'elle le sentait quand même. Ça m'a permis de rester dans le bon ton. Donc j'ai pas écrit, j'ai rien écrit. J'ai rendu le texte à Frédéric Boyer, il me semble, un jeudi, et ma mère est morte le jeudi d'après. Donc j'avais la sensation aussi que quand j'aurais dit tout ce que j'avais à dire sur cette question, elle pourrait mourir tranquillement. C'était un petit peu ça aussi le projet, c'est de dire en fait si elle résiste, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas terminé, et elle va continuer à survivre quoi qu'il en coûte. Tant que quelque chose n'est pas fini, et ben qu'à cela ne tienne, je le finis. Voilà un peu ce qui s'est passé. Peut-être de façon un peu légère, je peux dire que moi j'aime bien les entrées fracassantes et les sorties fracassantes. C'est peut-être mon passé de théâtre qui fait ça, mais j'aime bien les choses qui se terminent un peu sèchement, qui balancent comme ça. Et puis ça s'est aussi construit que la mort concrète de ma mère approchait et que à un moment je me rendais compte que j'aurais dû dire d'autres choses ou que j'aurais pu dès le début tout dire, il fallait tout reconstruire et j'avais plus le temps et je ne voulais pas écrire après sa mort. Donc il y a eu quelque part un moment de tout jeter comme ça en disant oh, cette page est posée, je vais écrire la fin avant d'écrire la dernière page du livre, je vais la jeter avant d'écrire la fin du livre. Et puis il s'est trouvé que finalement elle est restée un peu comme un témoin. Je pensais que j'allais la développer cette page, je la mettais comme ça, comme un post-it. Voilà, il faudrait dire ça, puis il faudrait l'écrire avec un vrai récit. Et puis en fait, c'est resté comme ça et ça m'allait. Ça fonctionnait comme ça. Ah oui, j'ai connu Simone. Non, Simone, elle a rien dit du tout. Non, non. Je crois que ma mère avait oublié pendant longtemps, puis pour faire sa vie, il a fallu qu'elle oublie. C'est ça, survivre aussi, c'est oublier à un moment, hein, sinon on devient fou. Même si je pense qu'on n'échappe pas à la folie, ça c'est vraiment ce que je pense, on est toujours... Enfin moi je pense qu'il y a quand même... La folie, elle arrive de toute façon. Mais oui, Simone, pour moi, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas avoir vécu tout ça. Quand j'ai essayé de remettre l'image sur ce que je savais, je me suis dit, mais c'est pas possible, cette personne-là, et ce que j'en sais, pour moi, c'était une femme dépressive, obèse... Qui regardait la télévision, non, Armand, je l'ai eu, je dis le nom des personnages, hein. Je l'ai eu une fois au téléphone, un petit peu avant sa mort, parce que j'avais supplié ma mère de lui parler, elle voulait pas, et donc elle avait consenti à me le passer au téléphone, et je me souviens à peine de ce qu'on s'était dit. Donc, et finalement aujourd'hui je comprends pourquoi elle n'a pas voulu me le présenter. Aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est un livre d'amour. Je crois que je l'avais déjà dit ça sur le livre précédent. Mais finalement, quand je réfléchis, c'est ma conclusion, même si c'est de l'amour difficile. Et puis, je crois que je voulais travailler sur ce que c'est que survivre. Et surtout sur cette idée que parfois survivre,
Il y a des gens qui ne survivent pas à l'horreur et puis ils se laissent mourir et voilà. Et survivre, ça témoigne d'une force qui peut être, oui, qui peut s'approcher de l'enfer aussi, parfois. Les survivants sont rarement des gens fragiles, ce sont des gens durs, et c'est pas évident, en fait, de négocier avec la survie de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pas évident. Mais le livre, j'espère, permet ça. M'a permis ça et d'avoir une parole dessus. Eh bien, je vais vous lire la 4e de couverture de Il ne faut rien dire. Il y a des livres qu'on lit aux enfants pour les endormir. Il y a ce livre que j'écris pour faire mourir ma mère en paix.